Hop, ça a l'air de fonctionner ici. On va lancer le deuxième. Bonjour à tous. Super. Tac. Bonjour à tous, rejoignez-moi. On va parler des pièges. Pourquoi c'est important de ne pas vendre gratuitement vos services, aider gratuitement. Donc, le sujet de ce live, c'est pourquoi aider gratuitement est un piège. Des expériences de mes clientes, mon propre expérience, expérience de mes collègues, théorie aussi un petit peu de psychologie, tout ça dans ce live. Je vous laisse me rejoindre maintenant. On va commencer dans un peu de temps. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dès que vous me rejoignez, n'hésitez pas à me mettre un pouce ou un petit mot 10 sur 10, 20 sur 20 pour me dire que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. J'attends que vous me rejoigniez. Aujourd'hui, on aura peut-être un peu moins de monde, je prévois ça, parce que le confinement a été reculé. Le confinement, le couvre-feu. Donc maintenant, le couvre-feu commence à 19h. Ça veut dire que vous êtes en train peut-être de finir vos balades, de terminer les choses, de rentrer chez vous pour être là pour 19h. Et donc à 18h, vous êtes encore quelque part. C'est fort probable. J'en conviens. Bonjour, bonjour. Super. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, donc, le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi c'est un piège d'aider gratuitement. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que c'est vraiment pas une bonne idée? C'est vraiment un piège et j'en suis persuadée. Je vais vous donner toutes mes raisons. Maintenant, si vous avez une autre vision, c'est super intéressant d'en discuter parce que, comme on comprend chacun et chacune son opinion, chacun son expérience, donc peut-être que vous en avez un autre, enfin une autre. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre pour en discuter, pour échanger. C'est un live ouvert. Aucunement, je n'ai envie d'imposer ma vision. C'est juste une vision, une des. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il me voit bien, s'il m'entend bien? Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? N'hésitez pas à me mettre un pouce, 20 sur 20, 10 sur 10, quelque chose dans les commentaires. Soyez pas timide. J'ai besoin de vérifier que la technique fonctionne. Pour moi, tout se passe bien. J'espère que pour vous aussi. Bon. Eh bien, étonnant. Ça a l'air de fonctionner. Ok, super. Merci, génial. Génial. Eh bien, on est parti dans ce cas. Donc, pourquoi aider gratuitement est un piège? C'est comme ça que je nommais le thème de ce live. Pourquoi? Déjà, je vais vous donner une précision importante. Là, je ne parle pas du tout de l'aide gratuite quand on aide gratuitement en étant dans une association, en étant bénévole. Ce n'est pas du tout de ce que je veux parler. Évidemment que l'aide gratuite, quand on aide bénévolement, en étant bénévole dans une association, en aidant gratuitement des personnes peut-être défavorisées, en donnant gratuitement de notre temps, ce n'est pas du tout de ça que je veux parler. Encore qu'il y a des choses qui peuvent se recouper, mais aider gratuitement dans ce genre de paradigme, dans ce genre d'expérience, ce n'est pas du tout de ce que je veux parler, parce que j'ai eu déjà des commentaires sur l'annonce de ce live qui me disaient, mais non, gratuitement, on peut aussi aider gratuitement. Oui, effectivement, aider gratuitement,
Quand on est bénévole, moi-même, je suis bénévole d'association Femmes des Territoires, je suis coordinatrice bénévole, je suis aussi conférencière bénévole, donc je donne aussi de mon temps parce que j'aime ça et parce que je trouve ça important. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce live. Pourquoi ce live? C'est parce que j'ai constaté, il y a plusieurs constats que j'ai faits dernièrement, en étant coach et en étant entrepreneuse. Le premier constat, c'est que beaucoup de personnes, surtout dans les professions aidantes, qui sont thérapeutes, qui sont vraiment dans l'aide à la personne, souvent psychologique, ne vivent pas de leur activité. Alors, c'est des personnes formidables qui sont formées, qui sont professionnelles, mais malgré ça, ils ne gagnent pas avec leur activité. Donc ça, c'est le premier constat. Les personnes adorent ce qu'elles font, ils sont professionnels, elles ont tout ce qu'il faut pour gagner, mais elles ne gagnent pas avec leur activité. Bonjour Isabelle. Donc je comprends que tu me vois et tu m'entends. Super. Deuxième constat que j'avais fait, c'est que beaucoup de personnes avec qui je travaille, que ce soit en tant que cliente, que ce soit dans les ateliers, ou alors encore mes collègues avec qui on partage un certain nombre de choses, en tout cas on discute et on échange, ils ont énormément de peurs et de croyances, et on a tous et toutes des peurs et des croyances par rapport à l'aide et par rapport à l'argent. Donc ça, il y a beaucoup de croyances, j'en ai même noté. Alors, j'ai noté, demander de l'argent aux personnes qui sont malheureuses, c'est mal. Donc ça, c'est une croyance d'énormément de personnes qui sont dans les relations d'aide, thérapeutes de tout genre, émotionnels, art thérapeute, coach, ça peut être médiateur, enfin, il y en a un certain nombre qui, en fait, pensent que comme les personnes viennent à elles pour avoir de l'aide, ce sont des personnes malheureuses, ou en tout cas qui ont des soucis, des problèmes, et leur soustraire en quelque sorte, leur demander de l'argent, c'est mal. Donc, il y a une question d'éthique. Éthiquement parlant, ce n'est pas bien, c'est vraiment comme ça, ce n'est pas bien de demander en plus de l'argent en rajoutant en quelque sorte une peine supplémentaire des personnes qui sont déjà dans la peine. Donc ça, c'est première croyance. Alors, deuxième, si je demande trop ou si je demande, je n'aurai pas beaucoup de clientes, beaucoup de personnes qui pourront répondre à mes offres parce que les situations, parce que Covid, parce que chômage, parce que, etc. Donc, en fait, si je demande le juste prix de mes services, si j'aide non pas gratuitement, mais vraiment que des personnes payent la juste valeur de mes services, j'en aurai pas. J'aurai pas de clients. Je perdrai des clients, voire je perdrai des clients et donc mon activité ne décollera pas. Alors, quand je dis gratuitement, ah oui, il faut peut-être que je précise. Je précisais que quand je dis aider gratuitement, je ne parlais pas des associations et d'aide bénévole. Et quand je dis gratuitement, pour moi, ça voudrait dire à la valeur qui ne correspond pas à la vraie valeur du service. Par exemple, pour un service qui en vaut, je ne sais pas moi, 500 €, demander 50, c'est gratuit. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc, troisième croyance, c'est si je demande peu, si je demande moins que je devrais demander, je peux aider plus de personnes. Mon service est plus accessible. Donc ça, c'est encore une croyance aussi énormément, que je vois énormément chez les personnes de mon entourage professionnel. Et donc, j'ai aussi noté une autre croyance. Je ne peux pas demander la vraie valeur de mes services parce que je suis débutante, parce que je n'ai pas la formation, parce que je n'ai pas été certifiée, parce que plus ou moins, je ne me sens pas encore en possession de tous mes moyens, donc je ne me sens pas complètement capable professionnellement de fournir le service de qualité. Donc là, il y a vraiment ce côté qualité de mon service n'est pas encore à la hauteur. Donc je ne peux pas demander la vraie valeur de service. Alors, est-ce que vous en avez d'autres croyances? Donc j'ai parlé, demander de l'argent aux personnes malheureuses, c'est mal, j'ai noté ça. Si je demande beaucoup, je n'aurai personne comme client. Si je demande peu, je peux aider plus de personnes. Et
je ne peux pas demander suffisamment, enfin beaucoup, je peux pas demander le vrai prix parce que je suis débutante et j'ai pas ma formation. Est-ce que vous en avez d'autres croyances comme ça ou d'autres peurs que vous avez peut-être? Alors j'en avais, j'ai échangé par message avec les coachs et des thérapeutes qui me suivent sur Instagram. Il y avait surtout ça, il y avait surtout ces croyances-là. Donc la valeur de leur service parce qu'ils sont débutantes, il y avait ça. Ouais, enfin, j'en avais pas d'autres croyances ou peurs qui auraient été verbalisées en tout cas. Est-ce que vous en avez autre chose? Je vous laisse écrire. Je ne veux pas précipiter les choses. C'est intéressant parce qu'il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas discernées et qui vont aussi dans le sens je ne demande pas les vraies valeurs de mes services parce que. Intéressant d'en échanger. Légitimité. Oui, alors, la légitimité, oui, pour moi, en fait, quand les personnes disent je n'ai pas de formation, je suis débutante, c'est dans ça. Mais oui, peut-être aussi quand on se dit je ne suis pas capable de donner un service de qualité. Est-ce que c'est de ça que tu parles, Isabelle, quand tu dis légitimité? Je ne sais pas si je donne un service de qualité. Je ne sais, je connais pas peut-être la valeur. C'est quoi quand tu dis légitimité? C'est par rapport à quoi? J'attendrai que tu écrives. Oui, c'est ça. Ok, super. Ouais, donc pour moi, voilà, ça rentre dans une des croyances que j'ai aussi notées. Effectivement, légitimité, c'est une problématique. Ben, on en a parlé hein, de critique antérieure et syndrome de l'imposteur. On en a déjà parlé dans d'autres lives. Pas assez d'expérience. Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Donc ça, je peux pas demander la vraie valeur parce que je suis débutante, pas assez d'expérience ou pas le diplôme ou pas certifié ou voilà, c'est ce genre de choses. Oui, tout à fait. Alors le troisième constat que j'avais fait, c'est que beaucoup d'entrepreneuses. Alors non, c'est pas comme ça que je dirais. Beaucoup de personnes qui se lancent dans l'aide à la personne, on va parler des thérapeutes là en particulier, en fait, elles se voient surtout comme étant thérapeutes. Elles aident. C'est ça leur vrai positionnement, leur position. En revanche, elles ne voient pas comme étant entrepreneuse. Elle ne se voit pas comme étant entrepreneuse. Donc, elle se voit dans le rôle d'une personne aidante les autres, mais elle ne se voit pas comme une personne qui doit développer son entreprise. Parce que, étant entrepreneuse, on est en train de gagner de l'argent. A priori, c'est aussi l'objectif. On n'est pas entrepreneuse pour juste aider les personnes. On est aussi entrepreneuse pour entreprendre. Et entreprendre, c'est avoir un revenu, vivre de ce revenu, en tout cas gagner quelque chose, gagner de l'argent. Sinon, c'est du bénévolat et ça s'appelle bénévolat. Ça, c'est le troisième constat que je fais. C'est-à-dire quand les personnes parlent de leur entreprise, elles parlent dans les termes « j'aide les personnes ». Elles ne parlent pas dans le terme « je développe mon entreprise ». Donc ça aussi, c'est un constat. Et du coup, en fait, il y a comme une perte d'objectif chez ces personnes-là. Elles se voient, l'objectif c'est aider les gens, mais l'objectif développer mon entreprise, elle passe au deuxième plan, voire troisième, voire on ne le voit pas du tout, vraiment en dernier. Ok? Donc ça, ce sont des trois constats que je fais, que les personnes thérapeutes ne gagnent pas suffisamment, ne vivent pas toujours, finalement rarement de leur activité pleinement, qu'elles ont des peurs et des croyances différentes et qu'elles se voient plutôt dans le rôle d'aidant plutôt que dans le rôle vraiment d'entrepreneur ou d'entrepreneuse qui développent leur entreprise. Alors, quel est le piège du coup? On va du coup passer au piège. Pourquoi aider gratuitement ou offrir des services en demandant vraiment beaucoup moins que ce que ça vaut, donc beaucoup moins que la vraie valeur du service. Pourquoi c'est un piège? Pourquoi baisser la culotte, comme dit un des entrepreneurs que je connais?
ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et même, c'est vraiment un piège. Eh ben, il y a le principe psychologique. Alors, il y a le principe qu'on appelle triangle de Karpman. Je ne vais pas vous donner vraiment de la théorie, mais c'est un triangle où il y a un sauveur, un victime et un persécuteur. Et dans les relations d'aide, la plupart des personnes qui se lancent dans les relations d'aide se voient comme sauveurs. C'est-à-dire, j'aide les gens, je les sauve du malheur, je leur apporte quelque chose d'exceptionnel pour améliorer leur vie, pour les rendre heureux, pour diminuer leurs maux, améliorer leur couple, etc., etc. Donc, en fait, je sauve les gens. C'est vraiment dans ce rôle de sauveur qu'ils lancent, elles, beaucoup de femmes, hein, qu'ils lancent leur activité. La problématique de ce triangle, qui a été très bien décrit dans la littérature psychologique, c'est qu'à un moment donné, le sauveur devient persécuteur, c'est-à-dire il commence à dire quelque chose du genre « Ah, mais ils ne veulent rien me faire, ils ne se prennent pas en charge, les personnes que j'aide ne veulent rien faire elles-mêmes, etc., etc. » Ça peut passer à là. Et puis de là, ça peut aussi devenir en une position de victime quand la personne sauveur devient victime, elle dit quelque chose du genre oui, ils m'ont pas compris, par exemple, ou les clients sont pas venus, du coup, j'ai pas pu développer mon entreprise, j'ai dû arrêter. Ou alors encore, je me sens pas bien parce que la valeur de mon service, je ne le comprends pas, je n'arrive pas à vivre, etc. Donc, en fait, c'est la place finalement de victime sur laquelle tombe beaucoup de malheurs. Sauf que la problématique, c'est que si on ne sort pas de ce triangle de Karpman, si on n'enlève pas ce côté sauveur chez soi, quand on est dans les relations d'aide, on a vite passé au persécuteur, aux victimes. On tourne dedans. Donc forcément, à un moment donné, on va devenir victime aussi ou persécuteur. C'est pas du tout ce qu'on a envie de faire quand on aide les gens. Donc autant sortir de ce sauvetage, autant sortir de cette position de sauveur et du coup valoriser ces services à leur juste valeur, donc ne pas les brader, ne pas baisser la culotte, on appelle ça comme on veut, mais demander un juste prix à nos services. Ça, c'est le premier piège, ce triangle de Karpman. Et je pense que quand j'en parle aux coachs, forcément, les coachs connaissent ce principe, connaissent ce triangle, connaissent cette théorie. Donc, quand je leur parle, oui, elles s'en souviennent, évidemment, mais dans la logique des choses, on oublie vite qu'on est vite tombé dans cette paradigme. Ensuite vient le deuxième piège. Le deuxième piège, c'est dévalorisation de soi. Dévalorisation de soi et dévalorisation de nos services. Alors, on va appeler ça deuxième piège à dévalorisation de soi et dévalorisation de service. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on ne demande pas suffisamment pour le service qu'on rend, finalement, en quelque sorte, on enlève de la valeur et au service, et ça va être visible à tous les clients, parce que pourquoi le client pensera que le service a de la valeur, que ce soit le coaching, que ce soit n'importe quel finalement service d'aide thérapeutique, s'il coûte si pas cher. S'il coûte 10 €, 20 €, 30 € par heure, comment ça se fait que ça coûte moins cher qu'un restaurant? Comment ça se fait que ça coûte moins cher qu'un vêtement fabriqué en Chine? Donc, en quelque sorte, on donne nous-mêmes, on dévalorise nous-mêmes la valeur de service qu'on offre, de notre temps, les services de notre temps, les services de notre expérience, de nos études, de toutes les qualités humaines aussi qu'on a. On dévalorise tout ça. Et on dévalorise aussi nous-mêmes. Parce qu'en ne demandant pas suffisamment pour nos services, en particulier pour notre temps, en quelque sorte, on se donne un message comme quoi je ne les vaux pas. Je ne les vaux pas. Donc, notre même estime de nous, la valeur de ce qu'on est, peut baisser. En tout cas, de la valeur, ce qu'on offre. Clairement, ça baisse. Donc, en fait, je ne donne rien de spécial.
Je n'offre aucun service qui soit valorisant et valorisé. Je me dévalorise, je dévalorise mon service. Donc ça, c'est aussi un piège. Et de là peuvent venir énormément de choses. On va en parler juste dans la suite. Qu'est-ce que vous en dites déjà de ça? Le triangle de Karpman, je pense qu'il y en a que peut-être les coachs, un psychologue qui vont me répondre et qui vont se souvenir de cette histoire. En revanche, dévalorisation de soi et dévalorisation, c'est un mot qui me pas évident à prononcer pour moi. Dévalorisation des services. C'est quelque chose qui est vraiment pratico-pratique, l'expérience le montre et on le vit très très mal. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Qu'est-ce que vous en dites de cette vision, de ces pièges-là, de où ça nous amène d'offrir notre aide gratuitement? Ce sont des pièges clairement tangibles que je touche chez énormément de clientes débutantes. Chez énormément même de clientes dans certains niveaux qui sont dans leur relation d'aide, qui sont thérapeutes, mais qui n'arrivent toujours pas à vivre de leur service. À un moment donné, elles doutent de leur valeur, elles doutent de la valeur de leur service. Et on rentre en fait dans une spirale vrai, cependant, pas facile d'évaluer sa valeur. Mais je disais juste, je vais te répondre Isabelle, on rentre dans une sorte de spirale vicieuse, dans un cercle vicieux, en se dévalorisant nos services, ça ne peut que diminuer, ça ne peut que baisser. Oui, pas facile d'évaluer sa valeur. Ok, quels peuvent être des éléments qui font qu'on peut quand même évoluer. Alors, sa valeur, on a notre valeur propre, ça c'est une chose, mais là on parle plus de service. Évoluer sa valeur, il n'y a pas à évoluer. On a de la valeur de naissance. On a de la valeur en tant que personne. Donc ça, il n'y a finalement pas besoin de l'évaluer. Il faut juste l'admettre, accepter et comprendre et prendre tel quel. Ça, il n'y a pas besoin d'échelle de valeur parce qu'on est toutes et tous à valeur 100%. N'importe quel être humain a de la valeur et beaucoup de valeur et 100% de valeur en fait finalement. Il n'y a pas d'échelle. En revanche, pour le service, quels peuvent être des éléments qui peuvent aider à évoluer la valeur du service? Le temps passé, l'aide, les bénéfices que ce service peut apporter aux personnes, comparaison avec d'autres services qui apportent les mêmes bénéfices, comparaison avec d'autres services qui ne sont pas forcément des services d'aide, comparaison même avec des objets ou des produits. Est-ce qu'un ballon de foot Adidas ou n'importe de marque fabriquée en Chine, pourquoi elle aura plus de valeur qu'une heure de votre temps après 3 ans d'études, certification, diplôme, etc. Pourquoi? Rien que ça. Est-ce que ça, c'est pas une question à se poser? Pourquoi est-ce que j'offre 1 heure de mon temps, je le finalement monnaie moins cher qu'un objet quelconque pour lequel, finalement, pour le fabriquer, il y a eu besoin de peut-être 5 minutes. Comment est-ce possible? Donc, rien que ça. Je sais que quand j'avais débuté, ce n'était pas du tout évident pour moi personnellement. Parce que j'avais pas de souci pour valoriser un objet physique en objet, en une boîte, parce qu'il y avait des avantages, parce qu'il y avait des caractéristiques, les avantages, les bénéfices, un rideau, une peluche, un jouet, enfin n'importe, prenons ce qu'on veut, il y a toujours des caractéristiques physiques, des avantages, donc ce que ça donne et les bénéfices qu'on en retire. En revanche, pour un service, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas quelque chose de physique. Et ben, j'ai fait tout au début des comparaisons. Mon heure comparée, par exemple, à une heure d'autres spécialistes, comparée aux objets, comparée par exemple, à des objets que je voudrais ou que personne de ma cible voudrait s'offrir. J'ai comparé, par exemple, mes services à des restaurants. Quel genre de restaurant? Quel genre de service de manucure? Quel genre de chambre d'hôtel coûte comme mon service, mon heure de service? Et pourquoi? Enfin, voilà, j'avais fait ce genre de comparaison pour moi,
pour valoriser et pour comprendre quelle est vraiment pour moi la valeur de mon service. Quel est le prix que je veux demander pour l'heure de mon service et surtout pour les bénéfices que mon aide peut apporter. Quels sont les bénéfices que les clients peuvent en retenir? Les bénéfices sont généralement beaucoup plus grands que juste une heure. Ça va beaucoup plus loin. Bénéfices des bénéfices. C'est-à-dire par exemple, si dans le coaching, je vous aide à supprimer cette croyance liée à l'argent, quel sera pour vous le bénéfice? Si en une heure, bon, c'est un peu difficile, mais si en une heure on y arrive, est-ce que ça vaut 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros? Si grâce à ça, votre entreprise se développe, quelle est la valeur? Voilà, ça c'est vraiment des réflexions à mener. Est-ce que, oui, c'est un peu compliqué, effectivement, mais c'est obligatoire. J'ai envie de dire, le piège, c'est de ne pas le faire. Le piège, c'est de se dire, dès le départ, non, je vais minimiser parce que je ne sais pas, parce que je ne peux pas, parce que j'ai peur, parce que, etc. Non, la bonne méthode, je dirais, c'est pas facile, hein, j'ai pas dit que c'était facile. La bonne méthode, c'est de l'établir quand même, cette valeur monétaire, parce qu'on est, tout dans notre vie se monnaie finalement. En quelque sorte, un voyage nous apporte des souvenirs. Donc, combien coûte le voyage? Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Il y a toujours un rapport quand même à la valeur monétaire. Donc, c'est intéressant de monnayer, de voir au niveau valeur monétaire, qu'est-ce que ça peut donner. Comparer. Alors ensuite, le piège suivant, ce que j'avais noté, c'est le tourisme des clients, la manque d'application. Et ça, c'est la chose qui, moi, personnellement, a fait que j'ai arrêté d'offrir mon aide gratuitement. J'ai commencé aussi comme ça, comme beaucoup, et je me suis rendu compte au premier contrat que offrir un contrat, 10 séances gratuitement, ça voulait dire d'avoir une touriste qui vient juste pour discuter, comme ça lui coûte rien, elle n'est pas vraiment impliquée. Et finalement, c'était vraiment du tourisme, hein, c'est à regarder, à tester, à comprendre comment ça marche. Pourquoi pas, vu que c'est gratuit, je ne perds rien. Donc, c'est pas vraiment des personnes qui ont vraiment envie d'avancer les choses que vous allez obtenir des touristes. J'appelle maintenant ça comme ça, et c'est peut-être péjoratif, mais les touristes qui regardent, qui testent, qui visitent. Ce n'est pas du tout les personnes comme ça qu'on a envie d'avoir dans notre clientèle, n'est-ce pas? On a envie d'avoir des personnes à qui on peut vraiment apporter de l'aide, qui en ont besoin et qui cherchent comment résoudre leurs problèmes, et pas des touristes qui testent et qui disent ensuite « j'ai tout testé, ça ne marche pas ». Parce que c'est là le piège suivant, le quatrième, celui que je notais, c'est le manque de résultats. Forcément, les personnes qui n'est pas impliquées, les personnes à qui ça ne coûte rien d'essayer votre service, pour elles, le service ne vaut rien, donc elle ne voit pas de résultat, et ne s'impliquant pas, elle n'en aura pas. C'est très très rare, ça peut arriver, ça dépend aussi des caractères, évidemment, donc je ne vais pas du tout... enfin, ça dépend vraiment des personnes. Hein. Il y a des personnes, et j'en fais partie, je peux m'engager gratuitement, à fond, à 100%. C'est possible. Il y en a qui vont le faire, mais il y en a peu. Et il y en a peu, et dans le nombre de personnes, la gratuité va attirer surtout, non pas ceux qui veulent vraiment s'investir, mais ceux qui vont essayer, ou celles qui vont essayer, qui vont vraiment voir et qui vont enchaîner peut-être des différents tests pour ne jamais finalement être à fond dans quelque chose, impliqué dans quelque chose, engagé dans quelque chose. Est-ce que ça vous parle, ça? Ça, quand j'ai échangé avec les coachs, pour le coup, c'est 100%. C'est-à-dire, on fait vraiment ce constat que les personnes à qui on offre totalement gratuitement le service, à qui ça ne coûte vraiment rien, ont beaucoup de difficultés pour s'impliquer. C'est pour ça que même quand je fais des contrats solidaires, ce que j'appelle, c'est-à-dire quand je propose de l'aide presque gratuitement, je le fais quand même payer.
parce que rien qu'un petit engagement, c'est déjà un engagement. Ça coûte quand même quelque chose, même si ce n'est pas à la hauteur de valeur que moi-même je donne à mon service. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Le manque d'implication, manque d'engagement client et du coup, le manque de résultats. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Je vais attendre quelques instants pour vous laisser le temps d'écrire. Aujourd'hui, Instagram est totalement... ils disent rien, ils sont là, mais ok. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à écrire, même si c'est peut-être pas du tout votre expérience. Oui, malheureusement, Isabelle. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est du tourisme. Et ce qui est marrant, c'est que ces mêmes personnes qui ont testé votre service gratuitement ou à très petit prix vont probablement les dénigrer aussi, vous dire « ouais, bof, ça m'a rien apporté ». Bah oui, un peu logique. Donc, ce qui va vous apporter aussi de la peine, de dévalorisation de votre service par vous-même. Vous allez dire « ah oui, ça n'a dû rien donner ». Alors, ça veut dire que ça ne vaut rien. Donc, vous allez vous poser vous-même des questions. Vous allez vous dévaloriser et probablement cette même personne qui l'a testé gratuitement va le dévaloriser devant les autres. Elle va dire oui, j'ai testé chez une telle ou une autre, ça m'a rien donné, c'était bof. Ça va pas forcément apporter des bénéfices, ça va apporter vraiment de la dévalorisation encore plus. Qu'est-ce que vous en dites? Sujet très très difficile à traiter, c'est marrant. Pendant que vous écrivez, s'il y a des commentaires, je me rends compte que comprendre comment fonctionne notre cerveau, comprendre les peurs, les dépasser sur ce sujet-là est beaucoup plus difficile encore que sur les sujets de procrastination, de motivation, de zone de confort et autres. C'est vraiment pas évident du tout. Parce qu'on parle de l'argent, parce que c'est un sujet souvent tabou, parce que nos parents et à l'école, on ne nous en a pas parlé, parce qu'on a souvent peu de vision de comment ça devrait être. C'est tout ça qui fait que c'est vraiment un sujet pas facile à traiter. Pas facile à traiter. Bon, on continue alors. Donc, on a parlé de différents pièges, déjà les petits pièges, parler de sauveur, persécuteur, victime. Quand de sauveur, on passe à persécuteur et ensuite probablement à victime. On a parlé de dévalorisation de soi et dévalorisation du service, toujours ce mot. On a parlé de manque d'implication client, des clients touristes qui vous prennent votre temps et qui amène directement le manque de résultats et donc de nouveau dévalorisation de votre service, dévalorisation de soi pour vous et pour les autres. Le grand résultat de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, comme vous ne pouvez pas vivre de votre aide, de votre activité d'aide, vous en avez marre. Déjà, vous faites de volume au lieu de faire de la valeur. C'est-à-dire quoi? Vous faites des heures pour pallier à l'absence, un manque d'argent, tout simplement. Donc, il faut bien vivre. Donc, vous rajoutez des heures, vous rajoutez des services, vous vous offrez de plus en plus, vous bossez plus, vous vous fatiguez plus, vous perdez plus d'énergie. Vous perdez plus d'énergie parce que vous ne travaillez pas avec les personnes qui sont vraiment venues pour la valeur de ce que vous offrez. Vous travaillez avec des touristes qui sont rapides à dévaloriser vous et vos services. Donc, clairement, ça vous enlève de l'énergie, donc vous en perdez. Vous vous dévalorisez, donc l'estime de vous baisse, vous commencez à cogiter, il commence à avoir une critique intérieure qui arrive en disant « mais je te disais, ça va arriver comme ça, tu pensais quoi, qu'on va t'offrir tout sur un plateau, etc. etc. » Enfin, il y a tout un tas de choses qui arrivent derrière. Vous vous retrouvez en position de victime en se disant « ah oui, mais eux, ils n'ont pas compris, eux, etc., etc. » et en position d'échec.
soit vous arrêtez votre activité d'aide, soit vous vivotez, vous êtes obligé de faire mi-temps ou faire autre chose en plus, et ou probablement vous arrivez à un burn-out, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Quand on n'a plus d'énergie, quand ce qu'on fait n'a plus de valeur pour les autres, quand ça commence à perdre les valeurs dans nos yeux, quand en plus on bosse plus que de raison, et qu'on n'en tire pas des bénéfices parce qu'on ne gagne pas assez, donc on ne peut pas partir en vacances, donc on ne peut pas se permettre de faire des journées off, etc. On arrive tout simplement à un épuisement professionnel, burn-out des entrepreneuses, dont j'ai parlé déjà dans mes articles et dans mes lives, et que moi-même je peux vivre parce que le concept de l'entreprise que j'avais auparavant était aussi on va dire, centré sur le volume et non pas la valeur. Donc là, cette compréhension de valeur par rapport au volume, que c'est quand même pour soi, pour la personne qui est entrepreneuse, travailler avec la valeur, ok, d'avoir peut-être beaucoup moins de clients, mais qui payent beaucoup plus cher pour soi, pour son écologie propre, c'est beaucoup plus intéressant et extrêmement important. Sinon, ça devient en fait usine, voire usine à gaz et burn-out. Qu'est-ce que ça amène, le burn-out, derrière? D'accord, vous avez arrêté votre entreprise. Et du coup, au final, vous n'aidez plus personne. Parce que vous êtes plus, votre service n'existe plus. Donc, de quelqu'un qui voulait offrir son aide et pour qui c'était le premier objectif, vous arrivez à un résultat où pas seulement vous n'avez pas su vivre de cette activité de cœur qui vibrait en vous, mais en plus, vous ne pouvez plus aider les autres parce que vous êtes HS, parce que vous devez arrêter votre activité, parce que vous êtes obligé de reprendre un travail salarié, etc., etc. Donc, le piège, il est là. Le piège, c'est que je vous ai montré un petit peu des petits pièges et puis les stades un petit peu de comment ça se passe, les dégringolades, le cercle vicieux qui arrive. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on arrive à la longue. Il y a juste un espace-temps différent pour chacune pour, si on ne sort pas de ce cercle vicieux, arriver à la fin soit burn-out, soit arrêt d'activité et donc plus aucune aide aux autres. Donc, en fait, on arrête tout totalement la plupart du temps. Ni entreprise, ni relation d'aide. C'est là où il y a un vrai piège d'offrir nos services gratuitement ou à faible valeur, ne pas demander la valeur que notre service vraiment vaut, ne pas demander le juste prix par rapport à la valeur. Le vrai résultat, il est là. C'est pour ça qu'il y a énormément d'entrepreneurs, d'entrepreneuses arrêtent leur société et donc n'aident plus personne aussi. Ils ne sont plus dans les relations d'aide. Qu'est-ce que vous en dites de cette fin? Bonjour Nicolas. De cette fin et de ce piège auquel on arrive en tournant dans ce cercle vicieux, quand finalement on ne demande pas le juste prix, on dévalorise nos services, on obtient des touristes à notre porte, on travaille en volume au lieu de travailler en valeur, on obtient nos touristes, puisque ce sont des touristes et qui ne s'engagent pas, n'obtient pas le résultat, ce qui dévalorise notre service et nous-mêmes par la même occasion, et on arrive à travailler, à ne plus avoir d'heures, travailler énormément, s'épuiser, ne plus avoir d'énergie, de se retrouver en final dévalorisé, en position de victime, un échec, fermeture d'entreprise et on n'aide plus personne. Voilà la petite dégringolade que j'ai essayé de vous montrer parce que je pense que en tout cas parmi les personnes que je suis, mes collègues, il y en a énormément qui réfléchissent pourquoi je n'arrive pas à valoriser suffisamment mes services, pourquoi je n'arrive pas à demander suffisamment, mais ils ne traitent pas cette question avec toute la ténacité que ça demande. Ça demande de la tonicité, ça demande de vraies implications, ça demande un traitement, ça demande à faire des pas, ça demande des actions qui ne sont pas du tout faciles parce qu'il faut dépasser les peurs, il faut déjouer les croyances, mais c'est le seul moyen finalement de continuer à aider les gens
C'est vraiment ça, en fait. Continuer à aider les gens et de vivre de son activité. C'est ça, finalement, l'objectif d'entrepreneuse dans tout ce qui est aide thérapeutique au coaching. J'ai voulu aussi à la fin vous donner des solutions quand même, parce que là, je pense que enfin, en tout cas, quand moi, je pense à ça, parce que je l'ai vécu un peu, j'ai été très proche de burn-out, je le vis très personnellement, et une fois qu'on l'a vécu une fois, on ne veut pas le revivre deux fois, ça c'est sûr. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, et voir mes collègues dans cette situation me touche énormément. Les solutions, c'est première chose, travailler sur les besoins de nos clients et sur les services qui peuvent couvrir ces besoins. Quels sont exactement, quel est exactement le service, l'offre qui répond aux besoins de nos clients de telle façon qu'ils en retiennent des énormes bénéfices. Quels sont ces bénéfices? C'est vraiment important de travailler sur la clarification de qu'est-ce qu'on fait exactement pour nos clients. Déjà, qui ils sont, quelles sont leurs problématiques et qu'est-ce que notre service leur apporte. À partir de là, on peut construire une offre valorisante et valorisée parce qu'elle sera comprise par nos clients ou nos prospects et parce qu'elle répondra exactement à la valeur qu'on y met. Donc, elle sera juste, elle sera cohérente et par rapport à nous, comment nous on se sent, comment nous on voit, comment nous on se positionne, et par rapport aux personnes qu'on veut aider. Elles comprendront beaucoup mieux l'offre si elle est claire et si elle est positionnée, si elle est faite par rapport à leurs demandes, par rapport à leurs besoins clairs aussi. Donc, ça, c'est les premières choses. Donc, clarifier les besoins et les bénéfices. Les besoins de vos clients, de vos prospects et les bénéfices que votre offre ou votre service peut apporter. Et donc construire derrière une offre cohérente. Ça, c'est vraiment et en discutant avec les coachs business, la plupart du temps, c'est là où le bas blesse, c'est que les thérapeutes continuent à dire qu'est-ce que vous offrez? J'offre une thérapie. Ok, mais qu'est-ce que ça fait votre thérapie? Pour qui? Quel problème ça règle? Il faut que ça soit extrêmement clair pour le client. Et dans ce cas, pour lui, la valeur, elle est très claire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être vraiment au clair. Qu'est-ce que je peux offrir gratuitement? Où est-ce que je peux m'engager en tant que bénévole? Et je le sais que c'est du bénévolat et que je sais que je ne vais pas y retirer de l'argent. Et je sais que je le donne gratuitement et ça me fait plaisir. Et où ça devient entreprise et développement d'entreprise, où ce n'est plus du bénévolat, où c'est vraiment du travail, où c'est du service offert, c'est du temps passé, c'est de la valeur à l'intérieur. On peut donner bénévolement beaucoup de valeur. Et moi-même, personnellement, j'adore faire ça. Donc, mais je suis très au clair en sachant que quand je donne bénévolement, quand j'offre par exemple ces lives de discussion, c'est aussi de la valeur. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes et des prospects qui les regardent, soit en live, soit ensuite en replay. Donc c'est de la valeur. Je l'offre gratuitement et je sais que je l'offre gratuitement et ça me fait plaisir et c'est OK. Il n'y a aucun souci. À aucun moment, je compte valoriser monétairement ces lives, par exemple. Mais il y a aussi des formations, il y a aussi des ateliers, il va aussi avoir des coachings personnalisés. Et là, ça ne va pas être du gratuit. Là, je suis très au clair en me disant et en disant à mes clients que non, ça, ce sont des choses qui se payent. Ce sont des choses qui ont beaucoup plus de valeur ou ce sont des choses où moi, j'ai décidé qu'il y a de la valeur monétaire et non pas du bénévolat. C'est tout. Donc ça, c'est pour moi le deuxième axe de progrès pour arrêter d'aider gratuitement, arrêter de rentrer dans cette spirale vraiment négative pour ne pas se retrouver sans activité et sans pouvoir aider les gens. Voilà, c'était mon message. C'était vraiment mon message. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Les personnes, bonjour Caroline, les personnes présentes sur Facebook et Instagram. Comment vous voyez cette spirale que je vous ai
dessiner la spirale vraiment, c'est vraiment une dégringolade en fait, une vraie dégringolade quand on offre notre aide gratuitement. Dégringolade pour nous et dégringolade pour nos clients. Et finalement, absence d'aide à la fin et absence d'activité aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est vous découvrez peut-être des choses? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé? Est-ce que vous pensez des solutions que je vous propose? Enfin, en tout cas, les solutions que j'avais trouvées, en tout cas les axes d'amélioration. Oui, on peut aussi dire qu'un des axes de travail, c'est aussi travailler sur nos peurs et nos croyances à propos de l'argent, mais ça, bon, c'est même en amont. Alors, Isabelle me dit, ah oui, Isabelle m'a disait, oui, argent, sujet tabou. Oui, en effet, argent, sujet tabou. C'est marrant parce que il y a énormément de thérapeutes qui vont dire et brandir en fait et vraiment le mettre sur la bannière, j'aide les gens. Ça, c'est quelque chose, on aime bien en parler. Ok, super. Mais est-ce que je développe mon entreprise? Pourquoi ça ne peut pas être mis sur la bannière? Pourquoi c'est pas quelque chose dont on parle? Oui, mes services coûtent de l'argent. Oui, mes services coûtent cher. Oui, ils ont de la valeur. Pourquoi ça? C'est quelque chose qu'on a peur de dire. En effet, c'est un sujet tabou. Tabou, je l'ai bien remarqué parce que même quand j'en avais parlé, j'ai envoyé des petits messages par-ci par-là sur Instagram aujourd'hui pour titiller un peu les personnes qui sont entrepreneuses. J'ai eu des réponses, parfois des réponses très claires et qui vont dans le même sens que moi parce que ce sont des personnes qui ont testé. Ou alors des réponses plutôt vagues, oui, sujet difficile, sujet compliqué, etc. Donc pourquoi on n'en parle pas? C'est peut-être intéressant d'échanger. Alors Isabelle me dit, oui, message bien compris. Ok, bah, c'est pas forcément un message. C'est en fait, c'est une logique pour moi. C'est une logique que j'ai expérimentée. J'ai expérimenté que à partir du moment où on ne valorise pas suffisamment nos services, on perd de la valeur, notre service perd de la valeur, on se sent de moins en moins bien, on commence à se poser des questions sur notre légitimité, sur ce qu'on fait là, sur est-ce qu'on devait créer une entreprise, est-ce que c'était une bonne idée, tout un tas de choses, et on finit effectivement en arrêt parfois total d'activité. C'est ce qui m'est arrivé, ce n'était pas la seule raison, mais une des raisons pourquoi moi-même j'ai arrêté mon entreprise à moi. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que cette expérience vous parle? Bonjour Léa. Est-ce que cette expérience vous parle? Est-ce que la spirale que j'ai dessinée, la dégringolade, des pièges les pièges dans lesquels on tombe quand on offre notre aide gratuitement, est-ce que ça vous parle? Je vais attendre des commentaires. Je vais attendre les commentaires un instant. Je vais essayer de ne pas parler vite. Et puis, s'il n'y a pas de commentaires, je vais juste espérer que ce live était vraiment utile pour vous. Je sais que parmi mes clientes, très peu finalement valorisent correctement leur service. Parmi les thérapeutes, la bannière « j'aide les personnes » est beaucoup plus importante que « je développe mon activité » et je valorise mes services. J'espère qu'avoir montré que c'est une mauvaise stratégie peut leur permettre aussi de mieux valoriser les services et ne pas se retrouver en burn-out et en arrêt total d'activité et l'impossibilité d'aider finalement les autres. Bon. Et bon, aujourd'hui, j'étais drôlement rapide puisqu'il est 18h48 et j'en suis ravie. Sur ce, je vous souhaite un très très bon fin de dimanche. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la semaine à venir. Si vous devez vendre vos services, pensez à cette spirale. Peut-être que ça va vous aider ou en tout cas vous rappeler. Ça va peut-être clignoter sur votre tableau de bord, je l'espère. Et puis à bientôt. Le week-end prochain, le dimanche prochain, il n'y aura pas de live. Je suis en personne ressource à un séminaire des coachs. Je vais aider en tant que coach des coachs débutants, enfin les coachs en formation. Et donc, il n'y aura pas de live le dimanche. Ce sera maintenant dans 2 semaines.
Et je vous souhaite un très très bonne soirée. On se retrouve sur les réseaux, sur Facebook et Instagram, sur YouTube aussi. On échange de différents sujets. À très bientôt.